Et la deuxième condition, madame, pour réindustrialiser, c'est de refaire de la France un paradis énergétique. La réforme que vous mentionnez du marché européen de l'électricité ne fera pas baisser les factures, pour une raison très simple. C'est que vous rendez un avantage comparatif aux énergéticiens et aux très grosses industries électro-intensives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que par les règles européennes que vous avez mises en œuvre, vous empêchez aujourd'hui les familles françaises, les consommateurs, les TPE, PME, les ETI de bénéficier des fruits de notre production nucléaire. Il y avait, madame, monsieur Attal, un atout français. Depuis le général de Gaulle jusqu'au président Sarkozy, qui était notre parc nucléaire. Par la politique nationale que vous avez conduite, notamment sous le premier quinquennat, vous avez considérablement affaibli notre politique nucléaire et vous nous avez remis aujourd'hui entre les mains non seulement d'une dépendance énergétique extérieure, mais avec des prix qui ne correspondent pas aux prix énergétiques français. Est-ce que vous dites aujourd'hui, Jordan Bardella, il faut faire comme ce que font les Américains, passer à 100% les droits de douane comme ils l'ont fait pour les voitures chinoises? Est-ce que c'est comme ça qu'on protège l'économie européenne? Nous sommes les seuls aujourd'hui dans le monde à faire preuve d'une telle naïveté. Par conséquent, lorsque on a des secteurs entiers de notre économie qui subissent les pressions, la guerre économique et la concurrence déloyale d'entreprises extra-européennes, il faut évidemment faire ce que font tous les pays du monde, c'est-à-dire protéger notre marché intérieur par des droits de douane. Je vous donne un exemple très concret et j'aimerais qu'on revienne après sur les prix de l'énergie. Il y avait, sous la présidence de Jacques Chirac, 3 millions d'automobiles qui étaient produites par la France. Il y en a aujourd'hui 1 million. Nous sommes en train d'être submergés de véhicules étrangers et notamment de véhicules chinois qui sont subventionnés. C'est la faute de l'Europe qui vit dans une forme de naïveté, de la faute des gouvernements qui sont succédés et qui précisément ont refusé de faire le patriotisme économique et de protéger nos filières. Par conséquent, moi j'assume. Lorsque une filière est menacée de disparition, lorsqu'une industrie, lorsqu'un secteur comme l'automobile a besoin de se reconstruire, qu'on a besoin d'aller concrètement accompagner nos entreprises, il faut évidemment mettre des droits de douane. Ça, c'est la première des conditions pour réindustrialiser. Je suis ce soir en face du Premier ministre, dont la première décision a été l'augmentation de 10% des prix de l'électricité qui a douloureusement fragilisé les classes populaires, les classes moyennes. Je suis devant le Premier ministre qui a participé à hypothéquer notre futur et qui s'est fourvoyé pendant 7 ans sur la question du nucléaire. En 3 années, ça n'est pas uniquement le gouvernement de François Hollande. En 2018, vous annoncez la fermeture de 14 réacteurs nucléaires à l'horizon 2035. Elle était déjà annoncée, on l'a reporté. À l'horizon 2035. Non, c'était 2025, Jordan Bardella, et on l'a reporté en 2028. 2019, vous annoncez l'abandon du projet Astrid. Ce projet de 4e génération de réacteurs nucléaires qui avait pour but, pour faire très simple, de promouvoir des déchets nucléaires beaucoup plus propres. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Jordan Bardella? En 2020, et j'en termine, vous avez fermé Fessenheim, qui était l'une des centrales nucléaires, non pas seulement les plus rentables, mais les plus sûres du pays, après la confirmation de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, ce que je veux montrer, c'est que vous avez cédé à l'ère du temps. Et que pour faire plaisir, de manière irrationnelle, de manière dogmatique, à peut-être Europe Écologie Les Verts, vous avez cédé à l'ère du temps, qui votre ancien parti, le Parti Socialiste, a passé un accord pour éliminer un à un tous les murs bâtisseurs énergétiques de la France, et notamment notre nucléaire. Donc, que vous ayez redécouvert la lumière aujourd'hui, en disant en catastrophe qu'il fallait relancer notre filière nucléaire, je dirais tant mieux. Mais si l'opinion ne s'était pas réveillée, monsieur Attal, on se serait retrouvé avec des blackouts partout dans le pays l'hiver dernier. Et si on vous avait écouté, on aurait fermé 14 réacteurs nucléaires. Alors, peut-être juste une incohérence, c'est que le bilan de votre politique énergétique, je peux répondre quand même. C'est à la fois la hausse des factures, la hausse des faillites d'entreprises. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte à cause de la multiplication par 3, 4, 5, 6 ou 7 de la facture d'énergie et évidemment de la hausse des émissions. Parce qu'en fermant les centrales nucléaires, vous avez été contraint de rouvrir des centrales à charbon comme ça a été le cas à Saint-Avold où j'étais il y a quelques jours. C'est dommage qu'on n'aborde pas les institutions ce soir parce que je pense on n'a pas terminé. Monsieur Attal porte en réalité un projet caché qui ne dit pas aux Français. Moi, je peux parler des institutions sans problème. J'ai aucun problème pour parler. Vous avez fait adopter il y a quelques mois un rapport au Parlement européen qui est le rapport Verhofstadt, qui est la déclinaison politique de ce que vous proposez dans cette campagne au niveau européen. Ce projet que vous portez, c'est la dilution de la France.
dans une Union européenne fédérale. Et il va falloir l'assumer. Parce qu'il y a dans ce projet précisément l'élargissement de l'Union européenne à 37 États, ce qui va constituer par ailleurs une catastrophe économique et sociale pour nos travailleurs et notamment pour nos agriculteurs à qui vous voulez imposer aujourd'hui des pays d'Europe de l'Est comme l'Ukraine qui ne respectent aucune des normes. Vous voulez les mettre en concurrence avec les agriculteurs ukrainiens. Jordan Bardella, l'Europe doit-elle ralentir? Je vous rejoins sur un constat. C'est que le défi climatique est l'un des grands défis de notre génération, qui est lié aussi d'ailleurs à l'explosion de la population mondiale. Le seul problème, monsieur Attal, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et que les ambitions environnementales irréalistes que vous fixez notamment à nos entreprises, comme aux familles françaises, avec la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035, va entraîner à la fois... Pas la fin des moteurs thermiques en 2035. Pardon. Non. Enfin, quand vous parlez, on a l'impression qu'on va interdire de rouler en voiture thermique en 2035. C'est la vente de véhicules thermiques. De véhicules neufs thermiques. Bien sûr, sera interdit à l'horizon 2035. La plupart des Français, vous le savez, achètent aussi d'occasion. Premièrement. C'est plutôt en 2050, 60. On voit bien que vous commencez un peu à tasser l'ambition. Parce que la transition écologique et les objectifs du Green Deal entraînent non seulement les conditions d'une dépendance, mais forge également une décroissance. Pourquoi dépendance? Concrètement, sur les moteurs thermiques, non seulement vous allez porter un coup très dur au pouvoir d'achat des familles françaises. Il y a des millions de Français aujourd'hui dans notre pays, monsieur, qui n'arrivent plus à se loger, qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à se déplacer avec un carburant à 2 € le litre et à qui on vient dire à l'horizon 2035, pour acheter un véhicule neuf, ça sera un véhicule thermique qui va coûter beaucoup plus cher. Deuxièmement, électrique. Vous allez nous faire passer... Il ne coûtera pas plus cher. Ça coûtera plus cher. Deuxièmement, moi je crois que si. Deuxièmement, vous allez nous faire passer d'une dépendance que l'on connaît aux hydrocarbures, qui n'est certes pas viable sur le long terme, mais que l'on connaît, on fait quoi, alors à une dépendance totalement inconnue, qui va nous remettre notamment entre les mains de la Chine. Et là, j'y vois une contradiction. En même temps d'affaiblir les moyens. Attendez, en même temps d'affaiblir les moyens que vous donnez à notre force nucléaire, à notre système énergétique français, et en même temps de se rendre dépendant du tout électrique. Troisièmement, mesure qui désorganise totalement aujourd'hui les industriels de l'automobile. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de parler régulièrement avec des industriels de l'automobile, mais ils nous disent quoi? Cette ambition dogmatique est en train de fragiliser la filière. On voit même d'ailleurs que cette année, en termes de vente de véhicules neufs, le diesel est repassé devant les véhicules thermiques. Apple, qui allait investir des milliards d'euros dans un véhicule électrique, a fait machine arrière. On sait qu'il y a des agences de location de véhicules comme Hertz, par exemple, qui renvoient les véhicules électriques parce que les gens n'en veulent pas. Et puis, vous mettez en place ce type de mesures sans aucune étude d'impact, simplement pour céder à un dogme. Moi, je crois dans la science et je pense aujourd'hui que les ambitions irréalistes que vous mettez en œuvre, tant sur l'interdiction des moteurs thermiques à l'horizon 2035, qui va fragiliser les plus modestes d'entre nous, que les ambitions agricoles. Parce que, pardon, il y a eu des études sur la déclinaison agricole du Green Deal qu'on appelle la stratégie de la ferme à la fourchette, que je combats. D'abord la réponse sur la voiture, si vous voulez bien. Non, parce que d'abord une réponse sur la voiture. Permettez-moi d'aller au bout, s'il vous plaît. Moi, je veux bien répondre sur la voiture. On va aller au bout, je vous promets qu'on va parler de l'agriculture et du lien que vous faites avec la transition écologique, mais quand même une réponse sur la voiture. Attendez, il y a eu des milliers d'agriculteurs qui sont descendus dans les rues. On va en parler, vous parlez des automobilistes. J'ai beaucoup agi pour eux, il faut qu'on continue à agir. C'est important. Comment répondre à la colère des agriculteurs qui s'est exprimée au début de l'année? D'abord, le modèle que défend M. Attal est un modèle qui a mis des milliers d'agriculteurs dans les rues du pays. Moi, je crois dans la puissance agricole française. Je crois qu'il faut d'abord arrêter de mettre nos agriculteurs en concurrence avec des produits qui viennent du bout du monde et qui ne respectent aucune des normes économiques, sociales, sanitaires qui sont imposées aux agriculteurs français. Le Mercosur, le CETA, la multiplication d'accords de libre-échange avec des espaces économiques au monde avec lesquels nous ne serons jamais compétitifs menacent clairement aujourd'hui l'existence de nos filières, premièrement. Deuxièmement, je crois que nos agriculteurs ne veulent pas dépendre d'aides permanentes, ils veulent pouvoir vivre de leur travail. Et je souhaite, au-delà de la remise en cause du logiciel européen, faire en sorte de défendre l'exception agriculturelle française. On sait aujourd'hui, par exemple, que le domaine de la culture est protégé. On peut subventionner directement, on peut faire du patriotisme économique pour protéger la culture. Il n'y a pas de raison que ce qu'on permet aujourd'hui
pour nos artistes, on l'empêche à nos agriculteurs. Donc je pense qu'on ne sera jamais compétitif et qu'il faut précisément le patriotisme économique sur ce sujet et rompre évidemment avec les ambitions irréalistes du Green Deal. Sur le libre-échange, parce que les interdictions sans alternative tuent aujourd'hui nos agriculteurs et nos filières. Parce que vous mentez aux agriculteurs, Monsieur Attal. Et je vais vous dire, moi j'ai lu la déclaration dans la presse brésilienne il y a quelques jours. Quand je vous ai traité de menteur tout à l'heure, vous m'avez dit que j'étais irrespectueux. En chef, un point du négociateur en chef de l'Union européenne, qui a dit à propos du Mercosur, le fait est que la Commission européenne continue de négocier. Nous avons un mandat de tous les États membres, y compris de la France, pour le faire. Et il dit, je vais être très honnête, en ce moment, compte tenu des élections au Parlement européen et des agriculteurs qui descendent dans les rues, ça n'est pas le bon moment. Donc, vous savez pertinemment que les négociations avec le Mercosur, elles se poursuivent dans les couloirs du Parlement européen. Mais je vous confirme que vous avez dans l'Union européenne des chefs d'État, des commissaires qui voudraient qu'on signe le Mercosur. Mais on l'a bloqué. Le président de la République, grâce à sa mobilisation, on l'a bloqué. Le négociateur en chef que vous avez missionné le dit lui-même à la presse brésilienne. Ce pacte, c'est en fait un choix entre deux chemins. C'est l'immigration obligatoire ou la punition financière. Je me suis opposé à ce pacte migratoire qui va accélérer l'immigration parce que pour vous, comme pour la Commission européenne, l'immigration, ça n'est pas un problème, c'est un projet. Ce pacte migratoire, il prévoit quoi? Il prévoit la répartition obligatoire des migrants qui rentrent dans les différents États de l'Union européenne, dans nos communes, dans nos villes, dans nos villages, constituant ici une immigration de fait accompli. Et pour les États membres qui refuseraient d'accueillir cette immigration imposée, les États membres devraient verser 20 000 €, donc punition financière, par migrant refusé. Donc, il n'y a plus seulement un fait migratoire majeur qui déstabilise aujourd'hui notre société et qui représente pour moi une menace existentielle pour notre sécurité, pour notre identité et pour nos comptes publics. On a désormais une immigration de fait accompli obligatoire que vous voulez imposer aux Français. Monsieur Attal, vous avez pulvérisé un à un tous les records d'immigration. Record d'immigration légale, record du nombre de titres de séjour, record du nombre de demandeurs d'asile qui restent sur le sol français. Plus faible taux européen d'expulsion des OQTF, c'est-à-dire des gens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Vous avez le record européen de faiblesse, 5% d'exécution d'OQTF, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, avec des conséquences très concrètes sur la vie des Français, notamment sur leur sécurité. Donc, le 9 juin prochain, c'est aussi un vote pour ou contre l'immigration massive. Vous voulez continuer d'accueillir? Eh bien, vous voterez pour la liste de M. Macron et de M. Attal. Si vous pensez qu'il faut aujourd'hui un tournant migratoire avec une politique humaine, mais beaucoup plus ferme, qui doit nous permettre de reprendre la maîtrise de notre destin, alors il faut voter pour la liste. La réponse de Gabriel. Double frontière, on voit que double frontière, vous faites campagne ça veut dire sur un fantôme qui n'existe pas. Alors, et encore une fois, c'est dommage pour vous parce que expliquez-nous ce que c'est la double frontière. Me reprocher des propositions qui ne sont pas les miennes. D'abord, la double frontière, c'était la question qui était posée. Je vais répondre. D'abord, je note dans votre déclaration que vous nous expliquez, somme toute, que vous avez les chiffres parmi les plus importants de l'immigration au niveau européen. J'ai dit que c'était toujours pas satisfaisant et que maintenant, et que maintenant, vous allez donc imposer les arrivées de migrants aux autres pays européens. C'est comme l'endettement. Maintenant que vous avez endetté la France, vous voulez endetter l'Europe et aller encore plus loin dans l'endettement européen. Sur la double frontière, vous voulez vraiment pas nous répondre. Vous avez un projet qui est un projet extrémiste sur l'immigration. Sur la double frontière, vous voulez pas nous répondre. Et moi, le projet que je porte, c'est celui de la fermeté et de la dissuasion. Je vais venir sur la double frontière. D'abord, vous dites, les mesures que je porte ne sont défendues par personne. C'est faux. Je défends premièrement le traitement des demandes d'asile, non pas sur le sol européen, mais dans les ambassades et consulats des pays de départ. Je ne veux plus que les demandes d'asile soient traitées sur le sol français parce que ça crée une immigration de fait accompli. Qui défend cette mesure? Le Danemark. Le Danemark qui s'est associé ces derniers jours, on l'a vu dans la presse, à une quinzaine d'autres pays européens qui, contrairement à vous, ne veulent plus accueillir une immigration supplémentaire avec l'ambition de se rassembler, sur la double frontière, vous voulez vraiment pas nous en parler? Y venir. Et de traiter l'asile dans les ambassades et consulats des pays de départ. Première idée. Deuxièmement, je défends cette double sécurité que vous défendez, que vous venez de mentionner. Double frontière, c'est écrit dans votre programme. Cette double frontière qui est pour moi une double sécurité. Alors, c'est quoi la double frontière? C'est quoi la double frontière? La double frontière, c'est d'abord le refoulement systématique des bateaux de migrants qui arrivent sur le sol européen. Aujourd'hui, dans les lois européennes que vous défendez, que vous soutenez, il y a inscrit noir sur blanc le principe de non-refoulement. Un clandestin arrive sur le sol européen, dans l'un des points d'entrée que l'on connaît et que l'on a parfaitement identifié. Il met le pied
dans un pays de l'Union européenne, nous sommes contraints de l'accueillir. Frontex, police de garde-frontière que vous mentionnez, aujourd'hui n'est pas une police de garde-frontière, c'est une hôtesse d'accueil pour migrants. Premièrement, je mets en sécurité les bateaux et je refoule dans les pays de départ. Deuxièmement, je souhaite que la libre circulation dans l'espace Schengen soit réservée aux seuls ressortissants européens. Je vous vois déjà bondir. Mais comment vous faites ? C'est une idée. Pardon, hein. Comment vous faites ? Je n'ai pas inventé l'eau chaude. Vous allez contrôler tout le monde pour savoir qui sont les ressortissants européens ? Schengen est un projet européen. Mais je veux que lorsque vous arrivez en Italie, je vous donne un exemple concret, que vous obtenez par exemple, vous êtes syrien, libyen, vous arrivez en Italie, en Suède, vous obtenez un titre de séjour, par exemple pour travailler. Je ne veux pas que ce titre de séjour vous donne un droit à circuler dans tous les pays de l'Union européenne. Je veux dire à la jeunesse française que si ce n'est pas elle qui reprend son destin en main, alors personne ne va le faire à sa place. Voilà. Vous avez rappelé nos jeunes âges, et je pense qu'on porte aussi les défis et les espoirs d'une génération, qui est une génération qui est touchée par la crainte du lendemain, par l'insécurité qui se multiplie aujourd'hui partout dans le pays, par la crainte de ne pas trouver, une fois les diplômes obtenus ou les courtes études, la possibilité de vivre, de travailler au pays et de trouver en fait l'opportunité de réaliser ses rêves en France. Moi, je me bats pour tous les Français et je veux m'adresser ce soir en mot de conclusion à tous les Français qui ont le cœur qui saigne en regardant l'état du pays. Et je veux leur dire, allez voter. Voilà, allez voter. Ne vous désintéressez pas des élections, évidemment. Allez voter pour le Rassemblement national. Mais je pense que c'est important que les Français se mobilisent parce que cette élection, et c'est peut-être l'un des points d'accord que nous avons avec Gabriel Attal ce soir, c'est qu'elle est peut-être l'une des élections européennes les plus importantes. Et moi, j'assume. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez choisi d'engager votre responsabilité dans cette campagne. Vous avez été en fait à la fois le pyromane, puisque vous êtes le porte-parole du bilan d'Emmanuel Macron et en même temps le pompier qui venait au secours de votre candidate. Mais je pense qu'il faudra aussi en tirer les conclusions si la liste que je conduis arrive en tête le 9 juin prochain.